Le président de la République, Félix Tshisekedi, a encouragé l'autorité de régulation de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé de procéder à un contrôle rigoureux dès le début de cette semaine des activités de sous-traitance et d'appliquer la sanction ultime de fermeture administrative momentanée de toute entreprise récalcitrante. Voilà ce qui ressort de la réunion du Conseil de ministres qu'il avait présidé lui-même par visioconférence. Vous allez suivre le ministre de Communication et Médias porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui va nous faire le point de cette réunion. Et en international, le gouvernement tunisien a décidé de la suppression des autorisations des investissements vers la fin de l'année 2022. Et il prévoit également de présenter des offres intéressantes pour les investisseurs dans le secteur stratégique. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de ces journaux de l'économie et merci d'avoir choisi Géopolis TV pour vous informer. Après le ressortissant de la province du Kasaï central, le directeur général du Bureau central de coordination BESECO, Jean-Mabi Moulumba, a réuni à nouveau les notables ressortissants de la province du Haut-Katanga pour présenter la stratégie d'opérationnalisation du programme de développement local de 145 territoires dans cette province. La rencontre qui a eu lieu le samedi dernier à Kinshasa, à la Maison de France, a été fructueuse et a offert l'opportunité aux personnalités invitées par le BESECO de connaître et de comprendre ce que le gouvernement congolais entend réaliser dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires dans le Haut-Katanga. Fiston Leko, Gisèle Malamba et Roman Monsanto. C'est dans une ambiance conviviale que le directeur général du BESECO, Jean-Mabi Moulumba, a présenté la stratégie d'opérationnalisation du programme de développement local de 145 territoires aux ressortissants du Haut-Katanga. La cérémonie s'est déroulée à Kinshasa avec pour objectif de renforcer l'appropriation de cette vision chère au président de la République qui tient à promouvoir l'émergence des économies des territoires et à favoriser l'amélioration des conditions et cadres des populations rurales. D'après lui, le BESECO va intervenir dans 6 territoires de cette province. Il s'agit des territoires de Kambove, Kasenga, Kipushi, Mitwaba, Pweto et Sakania. Plusieurs résultats sont attendus au terme de l'exécution de ce programme, notamment la réhabilitation et la construction de plusieurs infrastructures physiques de base. Au terme de la mise en œuvre de ce programme, le CEPO devra réhabiliter 288 km et entretenir 1409 km de routes de 17 agricoles. Ici, il s'agit pour la province du Haut-Katanga. Construire 21 ponts, réhabiliter 3 ponts et construire un bac. Réaliser 10 microcentrales photovoltaïques et 680 lampadaires d'électrification rurale, réaliser 179 forages et bornes de fontaines, construire 9 marchés communautaires, construire 6 bâtiments administratifs dans les chefs-lieux des territoires, 21 bâtiments administratifs des chefs des secteurs et 60 logements. L'objectif ici, c'est restaurer l'autorité de l'État. Construire et équiper 26 centres de santé et réhabiliter parachever 3 centres de santé. Construire et équiper 32 écoles, réhabiliter parachever et équiper 21 écoles. Fournir et installer les équipements de production, traitement et transport. Là, c'est essentiellement le volet agriculture. Fournir les intrants agricoles et semences. Les soins faits par le nombre de centres de santé ainsi que le nombre des écoles, parce que ce programme vient en complément d'autres programmes qui sont mis en œuvre de la province au Haut-Katanga. Après cette description, il s'en est suivi un moment d'échange et de partage d'expériences entre le DG Mabi et ses invités. Des observations et quelques propositions ont été faites pour permettre au BESECO de mener à bien et avec succès ce programme dans la province qu'il préfère. La première recommandation était celle de verrouiller les projets. Nous voulons que ces projets portent ce que nous appelons la sous-traitance locale, que moi j'ai dit la sous-traitance maison. Donc que les sociétés de nos territoires en bénéficient, que les sociétés établies, les établissements établis au fin fond de nos territoires en bénéficient de ces projets. Ça sera une façon aussi de créer une petite classe moyenne et d'encourager. Secondo, j'ai proposé au DG de faire de tout son mieux que tous ces projets soient bancables. Vous savez que le financement de ces projets, il y a une grande partie qui vient du Fonds monétaire, il y a aussi une partie qui viendra du gouvernement central. Et ici, c'est sans honte que je le dirais. À un certain moment, avec le gouvernement ou le fonds du Trésor, ça vient pas de Tétu ou bien à Dandessi. Voilà pourquoi j'ai proposé qu'il y ait une formule de la bancarisation
pour que les projets soient d'abord bancables, bénéficier d'un fonds d'accompagnement des banques commerciales pour permettre à ce que quand on commence, suivant le chronogramme, qu'on termine l'ouvrage. Et troisièmement, j'ai demandé au DG de faire d'abord aussi l'inspection, pour ne pas dire la confrontation de tous les projets que nous avons. Vous savez qu'avec la redevance minière, il y a le PEDEL, des projets aussi de la communauté locale. Il y a aussi, avec 6 communes, les projets proposés par les gouvernements provinciaux. Il faut que tous ces projets soient d'abord connus pour éviter les chevauchements. L'autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est la passation des marchés. Il faudrait que ceux qui sont chargés de cet aspect du problème le fassent avec le sérieux qu'il faut. Et que ce projet ensuite soit suivi et contrôlé. Et je pense que tous ces facteurs, s'ils sont réalisés, on pourra, comme l'a dit le DG, en 4 mois, les projets pourront être réalisés. Et nous sommes là, les députés, pour contrôler et voir si effectivement ces projets ont été faits. Pour rappel, le BCECO va exécuter le programme de développement local de 145 territoires dans 9 provinces du pays réparties en 48 territoires. L'exécution de ce programme va bénéficier de l'appui de partenaires techniques et financiers dans le Fonds monétaire international, mais aussi du Fonds social pour la République. Parlons à présent des difficultés dans la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs miniers. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a ordonné la fermeture administrative momentanée des entreprises récalcitrantes. Voilà une de retombées de la dernière réunion du Conseil de ministres du gouvernement congolais qu'il a présidé par visioconférence le vendredi 3 juin dernier. Au regard des difficultés notées dans les différents rapports sur la mise en œuvre de cette loi, le président Félix Tshisekedi a été informé de la résistance de certaines entreprises donneuses d'ordre, principalement dans le secteur minier. Je vous propose de suivre le porte-parole du gouvernement, ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya. La mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés. Au regard des difficultés notées dans les différents rapports sur la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance, le président de la République a été informé de la résistance de certaines entreprises donneuses d'ordre principalement dans les secteurs miniers. Malgré le fait que le taux d'accès au marché des sous-traitances ait connu une augmentation statistique sur les 2 dernières années, cette augmentation semble être purement numérique et ne se traduit pas en termes de volume d'affaires confiés aux sous-traitants à capitaux congolais. Tirant les conséquences de ces constats, le président de la République a encouragé l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP de procéder dès la semaine prochaine à un contrôle rigoureux des activités des sous-traitances commandées par les entreprises donneuses d'ordre et d'appliquer, les cas échéants, la sanction ultime de fermeture administrative momentanée de toute entreprise récalcitrante, telle que prévue dans l'article 28 de la loi sur la sous-traitance. Le chef de l'État a invité toutes les autorités concernées par la mise en œuvre de cette sanction, notamment les gouverneurs de province, de collaborer, chacun dans la limite de ses compétences avec les instances judiciaires et d'établir une synergie permettant à l'ARSP d'accomplir ses missions afin d'assurer la promotion des entreprises à capitaux congolais et de faire émerger une classe moyenne dans notre pays. Restons toujours dans ces chapitres. En cas de résistance des entreprises, la loi sur la sous-traitance prévoit de sanctions. Les directeurs des opérations de l'autorité de régulation de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé l'a souligné au cours de l'émission Focus sur l'entreprise diffusée sur nos antennes de Géopolis TV. Je vous propose de les suivre dans un extrait choisi par Fiston Oleko. Aujourd'hui, la sanction principale frappe l'entreprise principale qui conclut un contrat de sous-traitance en violation de l'article 6 de la loi. En fait, l'article 6, c'est la base. L'article 6, c'est dans cet article où on trouve les dispositions qui réservent les activités de sous-traitance aux entreprises à capitaux. L'article 6 dispose: l'activité de sous-traitance est réservée aux entreprises à capitaux congolais promis par les Congolais, quelle que soit leur forme juridique, dont le siège social est situé sur le territoire national. C'est l'alinéa premier. Le deuxième alinéa, toutefois,
lorsqu'il y a indisponibilité ou inaccessibilité d'expertise énoncée à l'alinéa ci-dessous, et à condition d'en fournir la preuve à l'autorité compétente, l'entrepreneur principal peut recourir à toute autre entreprise de droit congolais ou à une entreprise étrangère pour autant que l'activité ne dépasse pas 6 mois. À défaut, elle crée une société de droit congolais. C'est la base. Alors, lorsqu'une entreprise principale signe un contrat avec une entreprise non éligible, elle viole la loi. Une brève dans ce journal, selon la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, il s'observe une embellie de prix de principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo au cours de cette semaine allant du 6 au 11 juin 2022. Le cuivre est en hausse cette semaine à 9,442 000 $ américains la tonne contre 9 401 $ américains la tonne la semaine passée, dégageant un écart positif de prix de 41,1 $ américains. Mais le cobalt demeure lui stable cette semaine sur le marché international et se négocie autour de 87,781 000 $ américains. Et les zinc affichent une tendance haussière cette semaine à 3 880 000 la tonne contre 3 738 000 $ américains la tonne la semaine passée, soit un écart de prix positif de 141,95 $ américains. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes en train de suivre le journal de l'économie. Place à présent à la page internationale. Les ventes internationales d'huile de palme du Gabon ont été en hausse quasi continue ces 5 dernières années. Entre 2017 et 2021, c'est 76,6 milliards de francs CFA de revenus qui ont été engagés sur 6 segments. Pour l'année 2024, le pays d'Ali Bongo projette d'atteindre 129 312 tonnes d'huile de palme produite contre 70 300 tonnes en 2020, soit une hausse de 84% sur la période. Suivez Damani Mujinga et Beni Fombo pour plus de détails. D'après le document de cadrage macroéconomique et budgétaire 2022-2024, cette augmentation doit être soutenue par la production des champs de lame Palm Gabon, filiale locale du singapourien Olam International. La production des plantations du programme Graines, gabonaise des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés, contribuera aussi à l'atteinte des objectifs. Les autorités espèrent ainsi pousser la croissance du secteur agricole dans un contexte de diversification de l'économie. Le palmier à huile représente l'un des piliers du développement de l'agriculture au Gabon. En 2021, le pays a produit 449 748 tonnes d'huile, déjà en hausse de 54,2% par rapport à 2020. Depuis environ 5 ans, le Gabon figure aussi parmi les exportateurs d'huile de palme en Afrique, toujours grâce à Olam Palm. Il exporte principalement sa production vers le Cameroun, le Nigeria et l'Espagne. Cependant, l'huile de palme ne représente en 2021 que 1,2% du poids des exportations du pays, relève le Nouveau Gabon. Et puis, afin de stimuler l'investissement dans le pays, l'exécutif tunisien prévoit de supprimer les autorisations d'investissement vers la fin de 2022, de présenter des offres intéressantes pour les investisseurs dans les secteurs stratégiques et de développer le système législatif et institutionnel pour le développement des start-up dans le pays. Le gouvernement de ces pays tient également un projet de mise en place d'un processus numérique unifié en faveur des investisseurs et la digitalisation de services liés au guide et à la plateforme numérique de l'investisseur. Suivez nos confrères d'Africa 24. Le gouvernement tunisien a rendu public dans la nuit du vendredi 3 juin 2022 les grandes lignes du document de suivi de la mise en œuvre de son programme de réforme. Pour sortir de la crise économique et financière, la Tunisie prévoit entre autres de supprimer les autorisations d'investissement vers la fin de l'année 2022. Selon les autorités tunisiennes, cette mesure sera introduite dans le but de mettre à la disposition des investisseurs des avantages supplémentaires pour favoriser la création d'entreprises dans le pays. Des secteurs stratégiques seront ainsi plus accessibles aux investisseurs.
La Tunisie vit depuis le 25 juillet de l'année dernière une urgence constitutionnelle et institutionnelle liée à des réformes et surtout à la mise en place d'une nouvelle constitution. Pendant ce temps, le gouvernement travaille à une réactivation du circuit économique et surtout aller vers ce qui fait la vocation première de la Tunisie, vers l'exportation de ses produits. D'après les récentes statistiques de l'Agence de promotion de l'industrie de l'innovation et de l'investissement du pays, le secteur de l'investissement tunisien a subi une baisse dans les industries exportatrices de 13,9%, passant de 383,6 millions de dinars tunisiens en 2021 à 330,1 millions de dinars tunisiens pendant les 4 premiers mois de l'année 2022. Également, les investissements industriels 100% étrangers et en partenariat sont passés de 374,2 millions de dinars tunisiens durant les 4 premiers mois de l'année 2021 à 287,5 millions de dinars tunisiens en avril 2022, soit en baisse de 20,5%. Je crois que finalement, le gouvernement a simplement compris que nous vivions dans un monde globalisé où il fallait effectivement permettre aux investissements étrangers d'entrer dans le pays, de faciliter à travers des mesures incitatives, comme c'est le cas grâce à cette réforme, d'inciter les entreprises à venir investir, puisque l'environnement tunisien est un environnement sain. Outre la suppression des autorisations d'investissement, l'exécutif prévoit également de réviser le code d'échange, de conclure des pactes de compétitivité sectorielle dans les secteurs du textile, des industries pharmaceutiques et d'adopter de nouveaux pactes dans d'autres secteurs. Nous arrivons à la fin de ces journaux. Place à présent au rappel de titre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a encouragé l'autorité des régulations de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé de procéder à un contrôle rigoureux dès le début de cette semaine des activités de sous-traitance et d'appliquer la sanction ultime de fermeture administrative momentanée de toute entreprise récalcitrante. Voilà ce qui ressort de la dernière réunion du Conseil de ministres qu'il avait présidé lui-même par visioconférence. Vous avez suivi le ministre de Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui nous a fait le point du compte-rendu de cette réunion. Et à l'international, le gouvernement tunisien a décidé de la suppression des autorisations des investisseurs vers la fin de l'année 2022. Et il prévoit également de présenter des offres intéressantes pour les investisseurs dans le secteur stratégique. Voilà, c'en est fini pour ces journaux de l'économie, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV et l'information continue sur www.geopolismagazine.net.